15 destins célèbres stoppés net par un caillot sanguin, des fins si soudaines qu'elles ont bouleversé toute la France. Derrière chaque nom se cachent des heures imprévues, des signes ignorés et un renversement brutal. Restez jusqu'à la fin, vous découvrirez l'histoire la plus inattendue de toute la liste. Numéro 1. Pablo Picasso. Le 8 avril 1973, dans sa maison de Notre-Dame-de-Vie à Mougins, l'artiste commence sa journée avec une fatigue inhabituelle. Le soleil printanier éclaire les collines du sud, mais dans l'atelier la lumière semble lourde. Picasso a passé la veille à discuter longuement avec des amis et à feuilleter des esquisses qu'il voulait encore retravailler. Ce matin-là, il ressent une pression diffuse dans la poitrine, un essoufflement discret qu'il attribue d'abord à l'âge et à la nuit écourtée. Le souffle devient plus court en avançant vers la salle à manger. Jacqueline, qui veille toujours sur ses habitudes, remarque son teint pâle. Les heures suivantes se déroulent dans un calme fragile. Picasso tente de continuer quelques traits rapides sur un carnet, mais la main qui autrefois traçait des lignes sûres tremble légèrement. Le malaise s'installe sans fracas. Une douleur profonde gagne du terrain. Les médecins parlent plus tard d'un caillot sanguin qui a provoqué une embolie sévère, silencieuse et rapide. L'artiste reste assis un long moment, le regard tourné vers un tableau inachevé posé contre le mur. Il l'observe comme s'il voulait y laisser une dernière intention. Dans la pièce, on entend seulement le bruit du vent traversant les oliviers. La respiration devient plus difficile. Chaque mouvement demande un effort énorme. Jacqueline appelle discrètement de l'aide, mais la progression de l'accident interne dépasse toute tentative d'intervention. Picasso, connu pour son énergie débordante même à un âge très avancé, se retrouve soudain immobilisé. Quelques heures plus tôt, il plaisantait encore sur les projets qu'il voulait mener, les expositions qu'il espérait voir aboutir. Maintenant, son corps semble s'éteindre d'un coup, sans prévenir. Le caillot a bloqué la circulation de manière brutale. L'oxygène n'arrive plus correctement aux organes. La faiblesse gagne son visage. En début d'après-midi, la respiration devient irrégulière. La maison entière semble retenir son souffle. Jacqueline s'assoit près de lui et lui tient la main. Les médecins arrivent trop tard. La progression du caillot est fulgurante. Picasso ferme les yeux dans un calme troublant, comme s'il s'abandonnait à une longue sieste. Les proches présents gardent en mémoire l'atmosphère étrange de ce jour, mélange d'impuissance et de silence. La nouvelle se répand dans la soirée à travers la presse française. Les radios interrompent leur programme pour annoncer la disparition du génie. Les réactions pleuvent, entre admiration, stupeur et tristesse. La France réalise alors que l'un de ses artistes les plus influents s'est éteint en quelques heures, victime d'un phénomène médical souvent méconnu mais terriblement redoutable. La date du 8 avril reste associée à la fin d'une vie marquée par la création, la passion et une énergie que rien ne semblait pouvoir arrêter. Numéro 2. Charles Aznavour. Le 1er octobre 2018, au petit matin, un calme inhabituel règne dans sa maison de Mauriès. La veille encore, l'artiste parlait de ses prochains concerts, déterminé à continuer à chanter tant que sa voix le lui permettait. Ce matin-là, il ne se réveille pas comme d'habitude. Le silence intrigue son entourage. Lorsqu'ils entrent dans sa chambre, ils découvrent qu'Aznavour ne répond plus. Les secours arrivent rapidement, mais les médecins constatent qu'un caillot sanguin a provoqué une embolie qui a agi pendant la nuit. Aznavour s'était couché après une journée tranquille. Il avait partagé un dîner simple, échangé quelques mots tendres avec sa famille, puis s'était retiré pour se reposer. Il parlait souvent de sa fatigue récente, mais personne ne s'attendait à un changement brutal. La nuit se déroule sans bruit. Dans les premières heures du jour, le caillot bloque brutalement une artère. La circulation se dérègle. Le cœur et les poumons subissent une pression soudaine. Aznavour reste allongé, immobile, comme plongé dans un sommeil profond. Lorsque les médecins expliquent les causes, la famille comprend que tout s'est passé très vite. L'artiste n'a sans doute rien senti. La disparition laisse une impression étrange. Les murs de la maison conservent encore la chaleur de sa voix, les partitions ouvertes sur la table témoignent des projets qu'il voulait poursuivre. Les années ne semblaient pas l'arrêter. Il pensait encore monter sur scène au Japon et enregistrer de nouveaux titres. Sa détermination étonnait tout le monde. Dans la matinée, la nouvelle se répand dans les médias français. Les chaînes interrompent leur programme. Les radios rediffusent « La Bohème »,« Emmenez-moi »,« Hier encore ». Les rues semblent plus silencieuses que d'habitude. Des passants s'arrêtent lorsqu'ils entendent son nom. La France perd une figure qui accompagnait plusieurs générations. Aznavour représentait une partie de l'âme musicale du pays.
Sa disparition soudaine rappelle la fragilité de la vie, même pour ceux qui paraissent inébranlables. À Paris, des milliers de personnes déposent des fleurs près de l'Académie française et devant l'Olympia. Peu à peu, les hommages affluent du monde entier. Les journalistes évoquent son énergie, sa capacité à se renouveler, son goût du travail acharné. Les fans se souviennent de ses concerts intimes, de sa façon de parler de la nostalgie avec douceur. La journée se termine dans une atmosphère mêlée d'émotion et de gratitude. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre opinion compte énormément et aide la vidéo à toucher davantage de passionnés. Merci de rester jusqu'à la fin. Numéro 3, Jacques Brel. Le 9 octobre 1978, à l'hôpital Avicenne de Bobigny, la journée débute sous un ciel gris. Jacques Brel vient d'être admis depuis peu après une aggravation de ses difficultés respiratoires. Les médecins surveillent de près son état fragile. Au lever du jour, une tension inhabituelle se manifeste dans sa poitrine. L'équipe soignante constate que son souffle devient plus court, plus saccadé. La progression est rapide. Un caillot sanguin vient de provoquer une embolie pulmonaire sévère. Brel avait passé les semaines précédentes à lutter contre la fatigue. Les traitements pour ses problèmes pulmonaires l'avaient affaibli, mais il gardait l'esprit vif. Il parlait encore de projets musicaux, de chansons à retravailler, de voyages qu'il rêvait de refaire. Dans la chambre blanche, il observait parfois le plafond en imaginant des mélodies. Le matin du 9 octobre, son regard devient plus lourd. Les douleurs thoraciques gagnent en intensité. Le rythme cardiaque se dérègle. Le corps s'épuise. Les infirmiers tentent de stabiliser la situation. Ils appellent les médecins en urgence. Les machines enregistrent les variations rapides du pouls. Brel reste conscient un moment, mais sa respiration devient trop difficile. Il saisit la main d'un membre du personnel, un geste discret mais chargé de lucidité. Quelques minutes plus tard, la circulation sanguine se bloque davantage. Le caillot empêche l'oxygène d'alimenter correctement le cœur et les poumons. Les efforts médicaux ne suffisent plus. Dans les couloirs de l'hôpital, un silence inhabituel s'installe. Les regards se croisent sans un mot. La nouvelle circule rapidement d'une salle à l'autre. L'artiste s'éteint en fin de matinée. L'équipe qui l'a accompagné ressent une grande tristesse. Il savait qu'il était fragile. Mais personne n'attendait une évolution aussi fulgurante. Le caillot sanguin a agi avec une brutalité presque invisible. Dans l'après-midi, les journaux parisiens commencent à publier des éditions spéciales. Les antennes de radio modifient leur programme pour annoncer la disparition de la voix de « Ne me quitte pas » de Quand on n'a que l'amour. Les auditeurs s'arrêtent un instant, bouleversés. Dans les cafés, des discussions spontanées apparaissent. On évoque sa carrière, son timbre unique, ses textes puissants et sincères. À Bruxelles, sa ville natale, les messages affluent. En France, les hommages se multiplient. Des artistes saluent son influence. Des anonymes déposent des fleurs devant les salles où il avait chanté. Le 9 octobre reste gravé comme le jour où s'est arrêtée l'une des voix les plus profondes de la chanson francophone, emportée en quelques heures par un phénomène médical silencieux mais redoutable. Numéro 4. André Malraux. Le 23 novembre 1976, à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, la journée commence par une alerte discrète. Malraux est hospitalisé depuis plusieurs jours. Son état général s'est fragilisé après une succession de malaises et de complications respiratoires. Ce matin-là, les médecins remarquent un essoufflement plus marqué que la veille. Le visage se creuse. Le souffle devient irrégulier. Le cœur semble peiner à maintenir son rythme. Quelques minutes plus tard, une douleur brutale apparaît dans la poitrine. Les soignants comprennent rapidement qu'un caillot sanguin vient de se loger dans une artère pulmonaire. La progression est très rapide. Malraux ressent une oppression intense. Les infirmiers installent immédiatement l'oxygène. Il tente de rester conscient, mais ses forces diminuent. Sa respiration devient saccadée. La saturation chute. Les médecins interviennent, multiplient les gestes techniques, ajustent les perfusions, surveillent les instruments qui deviennent de plus en plus instables. Le caillot bloque une partie essentielle de la circulation. Le sang n'atteint plus suffisamment les poumons. Le cœur reçoit moins d'oxygène. L'ensemble du corps entre en détresse. Quelques heures plus tôt, il parlait encore à voix basse de projets d'écriture. Il feuilletait les pages d'un manuscrit qu'il voulait reprendre. Il pensait à ses souvenirs d'Indochine, à ses engagements, à ses années auprès du général de Gaulle. Malgré la fatigue, il gardait cette étincelle intellectuelle qui l'habitait depuis toujours. Le 23 novembre, cette étincelle vacille. Les phrases restent en suspens.
Les idées encore vivantes dans son esprit se heurtent à un corps qui ne répond plus. Dans la chambre, l'atmosphère devient lourde. Les médecins tentent une dernière démarche pour relancer la circulation, mais le caillot a pris une ampleur trop importante. Les organes s'épuisent les uns après les autres. Malraux ferme lentement les yeux. Son corps devient immobile. Un silence profond s'installe dans la pièce. Le personnel médical, qui connaissait la fragilité de son état, reste malgré tout bouleversé par la soudaineté de l'événement. Au cours de l'après-midi, les premières annonces apparaissent dans les rédactions parisiennes. Les journalistes se précipitent, les radios interrompent leurs programmes littéraires et politiques, les commentateurs rappellent son parcours exceptionnel, romancier brillant, aventurier, résistant, ministre de la Culture, grand orateur aux cérémonies nationales. Les hommages affluent depuis les milieux artistiques, intellectuels et politiques. La disparition surprend par sa brutalité. La France réalise qu'elle vient de perdre l'un de ses penseurs les plus engagés, fauché en quelques minutes par un phénomène médical que rien ne laissait prévoir quelques jours plus tôt. Le 23 novembre reste associé à la fin d'une vie marquée par la création, l'aventure et l'engagement total. Une journée ordinaire devenue le dernier chapitre d'un destin hors du commun. Numéro 5, Françoise Sagan. Le 24 septembre 2004, à l'hôpital de Honfleur, la journée débute avec une tension inhabituelle. Sagan y est soignée depuis plusieurs jours pour une fatigue persistante. Les médecins suivent de près ses difficultés respiratoires et ses variations de tension. Au lever du soleil, une gêne nouvelle apparaît dans sa poitrine. Le souffle devient plus lourd. Les infirmiers remarquent que son visage pâlit rapidement. Quelques minutes plus tard, une douleur profonde envahit le thorax. L'équipe médicale comprend qu'un caillot sanguin vient de migrer vers les poumons et provoque une embolie sévère. Sagan avait passé la nuit dans un demi-sommeil. Elle s'était réveillée plusieurs fois, en se plaignant d'un inconfort diffus. Elle avait tenté de reprendre un livre posé sur la table de chevet, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle reposait le livre, fermait les yeux, puis laissait l'esprit divaguer, comme elle l'avait toujours fait lorsqu'elle cherchait à apaiser ses pensées. Au petit matin, une faiblesse extrême l'empêche de se lever. Les infirmiers l'aident à se redresser, mais elle s'affaisse presque immédiatement. Les médecins arrivent en urgence. Ils tentent de stabiliser sa respiration devenue chaotique. L'oxygène est administré, les constantes sont surveillées de près. Le rythme cardiaque s'accélère puis s'effondre par moments. Le caillot empêche le sang de circuler normalement dans l'artère pulmonaire. Les organes commencent à manquer d'oxygène. La romancière garde les yeux ouverts un instant, mais son regard se trouble. Elle murmure quelques mots incomplets. Elle semble lutter pour rester consciente. Dans la chambre, le personnel médical multiplie les gestes techniques. La situation s'aggrave à une vitesse qui les surprend. Le caillot est trop massif, le cœur peine à maintenir sa fonction. Le corps de Sagan, déjà affaibli par des années de problèmes de santé, ne parvient plus à compenser. La respiration se fait de plus en plus rare. La voix s'éteint, la peau devient froide. En fin de matinée, malgré les efforts soutenus de l'équipe, Sagan cesse de respirer. Le silence vient remplacer les alarmes des appareils. À l'extérieur de l'hôpital, la nouvelle circule rapidement. Les rédactions parisiennes reçoivent les premières confirmations et préparent leurs bulletins spéciaux. Les journalistes évoquent la disparition de l'autrice de Bonjour Tristesse, figure marquante de la littérature française, symbole de liberté, de désinvolture et de sensibilité. Les chaînes de télévision rediffusent des interviews anciennes où elle parlait de ses passions, de ses excès, de sa manière unique de raconter la mélancolie. Dans l'après-midi, des lecteurs déposent des fleurs devant ses maisons d'édition. Les écrivains saluent son style libre et fulgurant. Le 24 septembre 2004 devient le jour où la France perd l'une de ses voix littéraires les plus singulières, emportée en quelques heures par un phénomène médical qui frappe avec une brutalité inattendue. Numéro 6, Moebius. Le 10 mars 2012, à Paris, la matinée commence sous une lumière pâle. Moebius est hospitalisé depuis quelque temps pour des complications liées à sa santé fragile. Les médecins surveillent attentivement son état, déjà affaibli par les traitements. Au petit matin, il ressent une oppression nouvelle dans la poitrine. La respiration se raccourcit, son visage perd de sa couleur. Quelques minutes plus tard, une douleur brutale traverse le thorax. L'équipe médicale identifie immédiatement les signes d'une embolie pulmonaire provoquée par un caillot sanguin. Dans la chambre, les infirmiers se précipitent. Moebius tente de parler, mais ses mots restent suspendus. Son souffle est taché.
Il ferme les yeux par moments, cherchant à reprendre le contrôle. Les appareils affichent des chiffres instables. Le cœur lutte pour maintenir la circulation. Le sang ne parvient plus correctement aux poumons. La pénurie d'oxygène s'installe peu à peu dans tout le corps. Quelques heures auparavant, il avait encore discuté avec douceur de ses projets graphiques. Il rêvait de reprendre certaines planches laissées en suspens. Il imaginait de nouveaux mondes, des paysages impossibles, des visages venus d'ailleurs. Même affaibli, son esprit continuait de voyager. Ce matin du 10 mars, l'énergie créative qui l'animait semble soudain vaciller. Ses mains fines, habituées à tracer des lignes fluides, reposent immobiles sur le drap. Les médecins interviennent avec urgence. Ils administrent l'oxygène et tentent de dissoudre le caillot. Le rythme cardiaque s'accélère puis ralentit de manière inquiétante. Le corps répond de moins en moins. Moebius ouvre les yeux une dernière fois, observe brièvement la lumière qui traverse la fenêtre, puis les referme. La respiration devient irrégulière. Le souffle se fait rare. Au bout de quelques minutes, tout s'arrête. Le silence envahit la pièce. Dans la foulée, la nouvelle commence à circuler parmi les proches. Les rédactions reçoivent les premiers appels confirmant la disparition du maître de la bande dessinée. À Paris, à Bruxelles, à Tokyo, là où son influence avait été immense, les hommages apparaissent presque immédiatement. Les artistes saluent son génie visuel, son imagination sans frontières, sa manière unique de raconter des histoires en quelques traits. Les fans évoquent leur premier contact avec Arzac, avec le Incal, avec ces univers qui semblaient respirer par eux-mêmes. L'après-midi, les réseaux se remplissent de messages. Les lecteurs rappellent l'impact de ses œuvres sur leur enfance ou leur carrière. Les librairies spécialisées disposent ses albums en vitrine. Le 10 mars 2012 reste associé à la disparition soudaine d'un visionnaire dont l'esprit n'avait jamais cessé de créer. Si vous souhaitez soutenir la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre opinion aide beaucoup à continuer cette série. Merci d'être resté jusqu'ici. Numéro 7, Jacques Tati. Le 4 novembre 1982, à l'hôpital cantonal de Lausanne, la journée débute dans une atmosphère calme. Tati y est admis depuis quelque temps pour des soucis de santé récurrents. Les médecins surveillent ses fonctions respiratoires qui se dégradent lentement. Au lever du jour, une gêne soudaine apparaît. Le souffle devient plus court. Une douleur inhabituelle traverse la poitrine. Les infirmiers détectent immédiatement un changement inquiétant dans ses constantes. Quelques instants plus tard, les signes d'une embolie pulmonaire provoquée par un caillot sanguin deviennent évidents. Tati reste appuyé contre l'oreiller, le regard orienté vers la fenêtre. Il tente de respirer profondément, mais chaque mouvement lui demande un effort immense. Les infirmiers lui parlent doucement, tentent de l'aider à se redresser, mais le corps refuse de suivre. La circulation se dérègle. Le manque d'oxygène gagne rapidement. Le visage se crispe puis s'affaisse. Les machines signalent un affaiblissement brutal du rythme cardiaque. Quelques heures auparavant, il évoquait encore ses souvenirs de tournage. Il parlait de M. Hulot, de son envie de retravailler certaines scènes restées dans ses cartons. Il imaginait une nouvelle manière de filmer le burlesque moderne. Même affaibli, son esprit s'animait dès qu'il se remémorait ses créations. Ce matin du 4 novembre, ses phrases se coupent, le souffle n'accompagne plus les mots. Le regard devient plus fixe. Les médecins interviennent en urgence. Ils administrent de l'oxygène, surveillent la pression artérielle, tentent de rétablir la circulation. Le caillot bloque une partie essentielle du réseau pulmonaire. Le cœur peine à compenser. Les minutes s'écoulent avec une intensité dramatique. Les gestes se multiplient sans que la situation ne s'améliore. La respiration devient irrégulière. Le thorax se soulève faiblement. Les muscles se relâchent peu à peu. La chambre s'emplit d'un silence lourd lorsque Tati ferme les yeux. Les appareils émettent quelques signaux avant de s'interrompre. Les médecins constatent son arrêt. Le personnel reste immobile quelques instants, bouleversé par la rapidité avec laquelle l'état du cinéaste a basculé. Il savait qu'il était fragile, mais la violence silencieuse du caillot surprend toujours. Dans l'après-midi, les journaux suisses et français reçoivent les premières confirmations. Les rédactions préparent les hommages. Les radios rediffusent des extraits de Mon oncle et de Playtime. Les spectateurs se souviennent de son humour discret, de sa silhouette dégingandée, de son regard tendre sur la modernité. À Paris, des admirateurs se rassemblent spontanément devant les salles où ces films ont été projetés. Le 4 novembre 1982 reste le jour où le cinéma français perd l'un de ses créateurs les plus uniques, emporté en quelques minutes par un phénomène médical imprévisible.
Numéro 8. Michel Simon. Le 30 mai 1976, à l'hôpital Saint-Camille de Braille-sur-Marne, la matinée commence sous une lumière douce. Michel Simon y est soigné depuis plusieurs jours pour une dégradation progressive de son état général. Les médecins observent une fragilité croissante de ses fonctions respiratoires. Vers le milieu de la matinée, une lourdeur soudaine apparaît dans sa poitrine. Le souffle devient irrégulier. Le visage se contracte sous l'effet d'une douleur brève mais intense. Les infirmiers sont appelés en urgence. Les premiers examens révèlent les signes d'une embolie pulmonaire provoquée par un caillot sanguin. Simon tente de parler, mais sa voix, habituellement puissante et grave, s'éteint presque immédiatement. Il s'appuie contre les draps, cherchant une position qui lui permettrait de respirer plus facilement. Le thorax se soulève de manière heurtée. Les infirmiers ajustent l'oxygène et appellent les médecins. L'acteur fixe un point invisible au plafond. Ses yeux expriment une fatigue lourde, différente de la lassitude habituelle que l'âge peut apporter. Cette fois, la respiration lui échappe réellement. Quelques heures plus tôt, il discutait encore avec humour de ses souvenirs de tournage. Il évoquait ses rôles dans La Chienne, La Talente, Goupy Main Rouge. Il riait doucement en se rappelant les anecdotes du plateau. Même affaibli, il restait l'artiste flamboyant que le public adorait. Ce matin du 30 mai, il essaie de continuer à plaisanter avec une infirmière, mais la phrase se casse avant même d'être prononcée. Le souffle manque. Le visage perd de sa couleur. Les médecins interviennent rapidement. Ils tentent de stabiliser son rythme cardiaque, surveillent les constantes, administrent les traitements nécessaires. Le caillot bloque la circulation dans les artères pulmonaires. L'oxygène n'arrive plus correctement, le cœur peine à compenser, les minutes s'étirent. Le corps de Michel Simon, affaibli par l'âge et une santé chancelante, ne parvient plus à lutter. La respiration devient superficielle. Il ferme les yeux par intermittence. Les médecins continuent leurs efforts, mais la situation se dégrade rapidement. Le manque d'oxygène gagne ses organes. Les battements de son cœur deviennent irréguliers. Quelques instants plus tard, il cesse de respirer. Le silence remplit la chambre. Dans l'après-midi, la nouvelle se répand dans la presse française. Les journaux rappellent son immense carrière, sa voix unique, son regard puissant, sa capacité à incarner des personnages marquants. Les radios rediffusent des extraits de ses films. Les cinéphiles se souviennent de son jeu à la fois félin, excentrique et profondément humain. Le 30 mai 1966 devient le jour où la France perd l'un de ses monstres sacrés du cinéma, emporté en quelques minutes par un phénomène médical redoutable et invisible. Numéro 9. Maurice. Le 6 juillet 1991, à Bruxelles, la journée commence dans une atmosphère encore lourde des jours précédents. Maurice s'est remis d'une opération du col du fémur et suit une convalescence prudente. Les médecins surveillent attentivement son état, conscients que l'immobilisation prolongée augmente les risques de complications. Au lever du matin, il ressent une gêne inhabituelle. La respiration devient plus courte. Une sensation de pression traverse sa poitrine. Quelques minutes plus tard, une douleur vive apparaît. Les infirmiers sont appelés d'urgence. Les premiers signes laissent penser à une embolie pulmonaire provoquée par un caillot sanguin formé après l'intervention. Maurice tente de rester calme. Il essaie de bouger légèrement, mais son corps le trahit. Le souffle se brise. Les mots s'interrompent. Il porte la main à son thorax comme pour repousser l'oppression. Les soignants l'installent plus confortablement, ajustent l'oxygène, vérifient les constantes. Les machines affichent un rythme cardiaque instable. Les médecins arrivent rapidement. Ils constatent la sévérité de la situation. Le caillot semble avoir bloqué une artère essentielle. Quelques heures plus tôt, il parlait encore de bande dessinée. Il évoquait les derniers albums de Lucky Luke, plaisantait sur les délais, riait en se rappelant l'époque où il dessinait jusque tard dans la nuit. Même affaibli, il gardait l'humour vif qui le caractérisait. Il dessinait parfois quelques croquis sur un carnet posé à côté de lui, juste pour se rassurer que la main tenait toujours. Ce matin-là, le carnet reste fermé. Le crayon posé sur la table ne bouge pas. Les médecins tentent de sauver la situation. Ils administrent les traitements destinés à dissoudre le caillot. Ils vérifient la pression artérielle, surveillent la saturation en oxygène. Les minutes s'étirent. Le manque d'oxygène gagne l'ensemble du corps. Le cœur peine. La respiration devient irrégulière. Le visage de Maurice s'assombrit. Il ferme les yeux plus longtemps. Les infirmiers l'appellent doucement pour le maintenir conscient, mais sa voix disparaît. La progression est fulgurante. Le caillot empêche toute amélioration. Les médecins redoublent d'efforts,
Mais la situation échappe progressivement à leur contrôle. Le souffle devient rare. Le rythme cardiaque ralentit. Quelques instants plus tard, la respiration s'arrête. Un silence lourd envahit la chambre. Dans l'après-midi, les premières annonces se répandent dans la presse belge et française. Les lecteurs découvrent avec stupeur que le créateur de Lucky Luke s'est éteint. Les hommages affluent. Les librairies mettent en avant ses albums. Les dessinateurs saluent son talent unique, son humour malicieux, sa contribution immense à la bande dessinée francophone. Le 6 juillet 1904-21 devient une date marquante, celle où disparaît l'un des artisans majeurs du 9e art, emporté soudainement par un caillot sanguin formé après une opération pourtant routinière. Numéro 10, Frida Kahlo. Le 13 juillet 1954, dans sa maison bleue de Coyoacán, la matinée commence sous une chaleur lourde. Frida se réveille fatiguée après une nuit agitée. Depuis plusieurs jours, elle souffre d'une faiblesse croissante. Les médecins qui la suivent s'inquiètent de sa respiration irrégulière et de ses douleurs persistantes. Vers la fin de la matinée, une oppression plus intense qu'à l'accoutumée apparaît dans sa poitrine. Le souffle devient difficile. Sa peau pâlit rapidement. Quelques minutes plus tard, une douleur profonde traverse le thorax. Les proches accourent. Les signes d'une embolie pulmonaire provoquée par un caillot sanguin deviennent évidents. Frida tente de se redresser mais ses forces l'abandonnent. Elle s'appuie contre les oreillers, cherchant de l'air. Sa respiration devient hachée. Elle ferme les yeux pour calmer la panique qui monte. Les personnes présentes installent de l'oxygène, appellent immédiatement un médecin. Le pouls accélère puis faiblit. Le caillot bloque la circulation dans les poumons, empêchant l'oxygène d'atteindre le cœur. La détresse respiratoire s'installe. Quelques heures plus tôt, elle parlait encore avec Diego de ses projets artistiques. Elle évoquait des toiles qu'elle souhaitait terminer, des idées qu'elle voulait poser sur la toile, malgré la douleur. Elle gardait cette flamme créative qui l'accompagnait depuis toujours. Ce matin du 13 juillet, sa voix devient faible. Ses phrases se rompent. Ses yeux brillent encore d'une lueur de volonté, mais le souffle ne suit plus. Le médecin arrive en urgence. Il constate l'état critique. Il tente de soulager la respiration, surveille la pression artérielle, vérifie les constantes. Les minutes passent. Le cœur peine à compenser le manque d'oxygène. Les battements deviennent irréguliers. La peau se refroidit. Frida ouvre encore une fois les yeux, regarde la pièce emplie de couleurs et d'objets qui l'ont accompagnée toute sa vie. Elle murmure quelques mots pour Diego. La respiration ralentit, le corps s'affaisse. Après quelques instants, la respiration cesse entièrement. Le silence envahit la chambre. Dans l'après-midi, la nouvelle se répand au Mexique, puis atteint rapidement la France, où Frida est déjà devenue une figure adorée du milieu artistique. Les journaux français rappellent sa vie tourmentée, sa force intérieure, son œuvre profondément humaine. Les artistes saluent son style inimitable. Les amateurs de peinture se souviennent de ses expositions à Paris, de l'admiration que lui portaient les surréalistes français. La date du 13 juillet 1954 reste liée à la disparition d'une icône dont la voix picturale n'a jamais cessé de résonner. Si vous souhaitez soutenir la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre interaction aide beaucoup et permet de poursuivre cette série. Merci de votre présence. Numéro 11, Roland Moreno. Le 29 avril 2012, à Paris, la matinée commence dans un calme apparent. Roland Moreno est hospitalisé depuis quelque temps pour divers problèmes de santé qui affaiblissent progressivement son organisme. Les médecins surveillent régulièrement sa respiration et sa tension. Au lever du jour, une gêne brutale apparaît dans sa poitrine. Le souffle devient irrégulier. Le visage pâlit soudainement. Quelques minutes plus tard, une douleur profonde traverse le thorax. L'équipe soignante comprend immédiatement qu'un caillot sanguin vient de provoquer une embolie pulmonaire sévère. Moreno tente de rester conscient. Il cherche de l'air. Son regard se fixe sur les infirmiers qui l'entourent. Il tente de parler, mais sa voix s'éteint dès les premiers mots. La respiration devient plus courte. Les soignants installent l'oxygène, ajustent les appareils, appellent les médecins en urgence. L'état se dégrade rapidement. Le caillot bloque la circulation dans les poumons. Le sang ne parvient plus à apporter suffisamment d'oxygène. Le cœur lutte. Quelques heures auparavant, il évoquait encore avec humour certaines anecdotes liées à l'invention de la carte à puce. Il racontait comment une idée venue presque par hasard avait fini par transformer les habitudes de millions de personnes. Il parlait de ses expériences, de ses recherches, de ses passions. Même affaibli, son esprit restait vif et curieux. Ce matin du 29 avril,
La fatigue prend le dessus. Ses paupières se ferment par moments. Le souffle lui échappe. Les médecins interviennent rapidement. Ils tentent de dissoudre le caillot. Ils surveillent les constantes, ajustent les traitements. Les minutes s'égrènent dans une tension croissante. Le manque d'oxygène gagne les organes. La circulation devient chaotique. Le thorax se soulève de moins en moins. Les battements du cœur perdent leur régularité. L'atmosphère de la chambre devient lourde. Moreno garde les yeux ouverts un court instant, comme pour rester ancré dans le moment, puis les referme lentement. La respiration se fait rare. Les tentatives médicales ne suffisent pas. Le corps s'affaiblit définitivement. Quelques instants plus tard, le souffle cesse entièrement. Un silence profond envahit la pièce. Dans l'après-midi, les premières annonces apparaissent dans les médias français. Les journaux rappellent qu'il est l'inventeur d'une technologie ayant révolutionné les paiements, les transports, les systèmes de sécurité. Les hommages affluent du monde entier. Les ingénieurs saluent son esprit audacieux, les journalistes soulignent sa créativité singulière. Le 29 avril 2012 devient la date où la France perd un inventeur dont la contribution a marqué durablement le quotidien de tous, disparu soudainement à cause d'un caillot sanguin dont la violence est toujours imprévisible. Numéro 12, Dennis Farina. Le 22 juillet 2013, à Scottsdale, en Arizona, la matinée s'ouvre sur une chaleur écrasante. Farina séjourne chez des proches après plusieurs jours de fatigue qu'il attribue au climat sec. Peu après son réveil, une sensation de lourdeur envahit sa poitrine. Il tente de se lever, mais un essoufflement brutal l'oblige à s'asseoir. Sa peau devient pâle, la respiration se raccourcit. Quelques minutes plus tard, une douleur profonde traverse son thorax. Les proches appellent immédiatement les secours. Les premiers signes suggèrent une embolie pulmonaire provoquée par un caillot sanguin. Farina essaie de rester conscient. Il porte la main à sa poitrine, cherche son souffle, mais chaque inspiration s'amenuise. Les secours arrivent rapidement. Ils installent l'oxygène, évaluent les constantes, surveillent la saturation qui chute à grande vitesse. Le caillot bloque une artère essentielle. Le sang ne circule plus correctement. L'oxygène n'atteint plus le cœur. Les battements deviennent irréguliers. Quelques heures auparavant, il parlait encore de ses projets. Il évoquait ses rôles, son envie de revenir à la télévision, sa passion intacte pour les personnages flamboyants des séries policières. Il racontait des souvenirs de tournage, riait de ses années passées comme détective à Chicago avant le cinéma. Son énergie habituelle semblait légèrement affaiblie mais toujours présente. Ce matin du 22 juillet, cette énergie disparaît peu à peu. La voix se casse. Le souffle manque. Les yeux deviennent plus lourds. Les urgentistes tentent de rétablir la circulation. Ils administrent les traitements nécessaires, surveillent la pression artérielle qui s'effondre progressivement. La bronche reste encombrée. Le cœur bat de plus en plus faiblement. Le manque d'oxygène gagne tout l'organisme. Les minutes deviennent critiques. Farina ferme les yeux et ne parvient plus à les rouvrir. La respiration devient rare. Quelques instants plus tard, elle s'arrête totalement. Les équipes médicales constatent son décès malgré leurs efforts répétés. La nouvelle se répand dans l'après-midi. Les médias américains et français annoncent la disparition du comédien apprécié du public francophone grâce aux diffusions régulières de ses séries et de ses films. Les hommages affluent. Les téléspectateurs se souviennent de son sourire rassurant, de son charisme naturel, de sa manière unique d'incarner des policiers à la fois durs et profondément humains. Les réalisateurs saluent son professionnalisme, les acteurs évoquent sa gentillesse et son sens du collectif. Le 22 juillet 2013 devient la date marquante où s'éteint un acteur au parcours singulier, aimé en France pour sa présence solide et chaleureuse à l'écran, disparu soudainement après une embolie pulmonaire dont la violence silencieuse ne laisse que peu de répit. Numéro 13, Dan Blocher. Le 13 mai 1972, à Los Angeles, la matinée commence sous un ciel clair. Blocher se remet d'une opération de la vésicule biliaire réalisée quelques jours plus tôt. Les médecins avaient recommandé du repos strict et une surveillance accrue, car l'immobilisation prolongée peut favoriser la formation de caillots sanguins. Au lever du jour, il ressent une pression inhabituelle dans la poitrine. La respiration devient difficile. Il tente de se redresser, mais une douleur profonde traverse le thorax. Les proches appellent immédiatement les secours. Les premiers signes suggèrent une embolie pulmonaire provoquée par un caillot formé après l'intervention. Bloché essaie de parler, mais sa voix se brise. Il lutte pour reprendre son souffle. Sa peau devient pâle. Ses mains tremblent. Les secours arrivent rapidement, installent l'oxygène,
vérifie les constantes, constate une saturation en oxygène dangereusement basse. Le caillot semble bloquer une artère pulmonaire essentielle. Le cœur commence à peiner pour maintenir la circulation. Quelques heures auparavant, il plaisantait encore avec sa famille. Il évoquait le tournage de la série qu'il avait rendu célèbre, son rôle attachant de Hoss Cartwright dans Bonanza. Il riait en racontant des anecdotes de plateau. Il parlait aussi de son impatience de retourner travailler une fois complètement rétabli. Malgré la fatigue, son énergie habituelle transparaissait dans chacun de ses mots. Ce matin du 13 mai, cette énergie s'éteint progressivement. Les phrases se coupent. Le souffle se raccourcit. Les yeux deviennent lourds. Les urgentistes tentent de stabiliser la situation. Ils administrent des traitements destinés à dissoudre le caillot. Ils surveillent la pression artérielle, le rythme cardiaque, la saturation. Les minutes s'écoulent sous une tension croissante. Le cœur s'emballe puis ralentit dangereusement. Le manque d'oxygène envahit l'organisme. La respiration devient irrégulière. Blocher ferme les yeux par intermittence, puis plus longtemps. La progression est fulgurante. Les médecins redoublent d'efforts, mais le caillot est trop massif. Le thorax se soulève faiblement. Le rythme cardiaque perd sa régularité. Quelques instants plus tard, la respiration cesse entièrement. Un silence lourd envahit la pièce. Les équipes médicales constatent son décès malgré leurs interventions répétées. Dans l'après-midi, la nouvelle se répand rapidement. Les médias américains et français annoncent la disparition du comédien très apprécié du public francophone grâce aux nombreuses diffusions de Bonanza. Les hommages affluent. Les fans se remémorent son sourire chaleureux, sa présence rassurante, son interprétation unique d'un personnage devenu iconique. Les collègues saluent son professionnalisme et sa gentillesse naturelle. Le 13 mai 1972 devient la date où s'éteint un acteur profondément aimé, disparu soudainement après une embolie pulmonaire qui a agi avec une violence silencieuse et imprévisible. Numéro 14, Sim. Le 6 septembre 2009, à Saint-Raphaël, la journée commence avec une chaleur douce de fin d'été. Sim se trouve à l'hôpital depuis peu après un malaise survenu quelques jours auparavant. Les médecins suivent attentivement son état, car sa respiration s'est faite plus irrégulière avec le temps. Aux premières heures du matin, une gêne nouvelle apparaît dans sa poitrine. Le souffle devient plus court. Une douleur sourde traverse le thorax. Les infirmiers sont appelés rapidement. Les signes évoquent une embolie pulmonaire provoquée par un caillot sanguin. Sim tente de reprendre son souffle, mais chaque inspiration devient un effort. Son regard se fixe sur le plafond. Il serre légèrement les draps, comme pour trouver un point d'appui. Les soignants installent l'oxygène et prennent ses constantes. Le rythme cardiaque est instable, le visage se décolore progressivement, le caillot empêche le sang de circuler correctement dans les poumons. Le cœur commence à manquer d'oxygène. Quelques heures auparavant, il parlait encore doucement avec une infirmière. Il évoquait ses années à la télévision, ses rôles comiques, son goût pour les petites histoires racontées avec malice. Il souriait en se remémorant ses débuts, cette époque où il trouvait dans l'humour un langage universel. Même affaibli, il restait ce personnage tendre et attachant que le public aimait tant. Ce matin du 6 septembre, les mots se fragmentent, la voix se brise, le souffle se perd. Les médecins interviennent rapidement. Ils administrent les traitements nécessaires, surveillent la pression artérielle et la saturation, le cœur bat trop vite puis trop lentement. Le manque d'oxygène se propage dans tout le corps. Les minutes deviennent critiques. Sim ferme les yeux par moments avant de les rouvrir difficilement. Son thorax se soulève de manière irrégulière. Les tentatives pour dissoudre le caillot n'apportent aucune amélioration notable. La respiration ralentit encore. Le visage se détend légèrement, comme si le corps ne pouvait plus lutter. Les médecins continuent leurs efforts, mais la circulation s'effondre progressivement. Le souffle devient rare, presque imperceptible, puis il cesse complètement. Un silence profond envahit la chambre. Les soignants s'immobilisent, conscients d'avoir assisté à une évolution d'une rapidité implacable. Dans l'après-midi, la nouvelle est annoncée dans les médias français. Les journaux rappellent son humour singulier, sa voix reconnaissable entre toutes, sa présence chaleureuse dans les émissions populaires. Les téléspectateurs se souviennent de ses sketchs, de ses personnages décalés, de sa capacité à faire rire sans jamais blesser. Les hommages se multiplient. Le 6 septembre 2009 reste la date où la France perd l'un de ses humoristes les plus tendres et les plus humains, emporté soudainement par une embolie pulmonaire, dont la violence discrète surprend toujours. Numéro 15, Angélique Duchemin. Le 29 août 2017, à Perpignan,
La matinée débute dans une ambiance de routine sportive. Angélique s'est récemment sentie fatiguée après plusieurs séances d'entraînement intensives. Les médecins du club lui ont conseillé de lever le pied, mais la jeune championne, pleine d'énergie, a repris ses habitudes dès qu'elle s'est sentie un peu mieux. Aux premières heures du jour, une gêne inhabituelle apparaît dans sa poitrine. La respiration devient plus courte. Une sensation de vertige l'oblige à s'asseoir. Quelques minutes plus tard, la douleur s'intensifie. Les personnes présentes appellent immédiatement les secours. Les premiers signes indiquent une embolie pulmonaire causée par un caillot sanguin. Angélique tente de rester consciente. Elle porte la main à son thorax, respire difficilement, les yeux fixés au sol comme pour retrouver un point d'équilibre. Les secours arrivent rapidement. Ils installent l'oxygène, vérifient la saturation qui chute dangereusement. Le cœur bat irrégulièrement. Le caillot bloque la circulation dans les poumons. Le manque d'oxygène gagne tout son organisme. La jeune sportive, pourtant habituée à l'effort intense, semble soudain épuisée. Quelques heures auparavant, elle riait encore avec ses partenaires d'entraînement. Elle évoquait ses prochains combats, sa motivation intacte, son désir de défendre son titre. Son sourire habituait la salle d'entraînement à une énergie lumineuse. Elle paraissait en pleine forme. Ce matin du 29 août, la situation bascule sans prévenir. Le souffle manque, les mots disparaissent. Les muscles, pourtant puissants, ne répondent plus. Les urgentistes tentent de stabiliser son état. Ils administrent les traitements destinés à limiter les effets de l'embolie. Ils surveillent son rythme cardiaque qui devient chaotique. Le manque d'oxygène affaiblit progressivement ses organes. La respiration devient irrégulière. Angélique ferme les yeux, un instant puis les ouvre difficilement. Ses mains se crispent. Le thorax se soulève faiblement. Les minutes passent dans une tension extrême. Les médecins redoublent d'efforts, mais le caillot est trop massif. La circulation ne parvient pas à se rétablir. Le cœur ralentit. La respiration devient de plus en plus rare. Quelques instants plus tard, elle cesse complètement. Le silence s'installe. Les équipes médicales, bouleversées par la brutalité de l'événement, confirment son décès. Dans l'après-midi, la nouvelle secoue la presse sportive française. Les clubs, les athlètes et les supporters expriment leur tristesse. On rappelle son courage, son talent, son ascension fulgurante. Pour beaucoup, sa disparition semble irréelle tant elle incarnait la vitalité et la détermination. Le 29 août 2017 devient la date où la France perd une championne jeune, talentueuse et promise à un avenir brillant, emportée soudainement par un caillot sanguin dont la violence silencieuse n'a laissé aucune chance. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.